Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est le deuxième épisode de la série Présentation des régions du monde. On va donc parler de l'Europe du Nord. Alors déjà, quels pays font partie de l'Europe du Nord? Généralement, on y inclut les pays de langue et de culture scandinaves, c'est-à-dire le Danemark, la Norvège et la Suède, auxquels certains rajoutent l'Islande ainsi que la Finlande où l'on parle une langue finno-ougrienne. Parfois, l'Estonie est rajoutée car elle partage de nombreux points communs avec la Finlande, notamment sur le plan culturel et linguistique. Ce sont les deux seuls pays d'Europe avec la Hongrie à parler une langue finno-ougrienne. Toutefois, l'Estonie a fait partie de l'URSS, ce qui peut aussi la rattacher à l'Europe de l'Est. Enfin, j'ajoute également l'Écosse qui, bien qu'étant culturellement celtique, est plus au nord que le Danemark et a un climat similaire à celui de la Norvège. Comme l'Écosse fait partie du Royaume-Uni, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'Europe de l'Ouest, je l'inclus dans les deux régions à la fois. L'Europe du Nord a un climat relativement froid, bien qu'il ne soit pas le même dans toute la région. L'extrême nord de la région, au bord de l'océan Arctique, a un climat polaire, donc vraiment froid. Il n'est pas rare qu'il y gèle en plein été. Mais bien sûr, plus on va au sud, plus il fait chaud. Il ne gèle donc pas l'été au Danemark, mais ça arrive en Laponie. Toutefois, le réchauffement climatique y est plus rapide qu'ailleurs. Du coup, les glaces fondent, y compris aux latitudes les plus boréales, ce qui n'est pas sans conséquence sur le tourisme, l'approvisionnement en eau, la production hydroélectrique et la sécurité en raison des risques glaciaires. Le paysage change. La fonte des glaces y crée de nouveaux lacs ou fjords, mais peut aussi en détruire certains par le biais de l'érosion. Il fait légèrement plus chaud en Norvège qu'en Suède ou en Finlande grâce à un courant océanique chaud appelé Gulf Stream. Ce courant arrive tout droit des Antilles et réchauffe donc l'océan Atlantique. S'il y a une branche de ce courant qui baigne plutôt l'Europe de l'Ouest, appelée dérive nord-atlantique, son flux principal longe la côte norvégienne, ce qui contribue à réchauffer son climat. Du coup, les températures moyennes sont plus élevées d'environ 2 degrés à Bergen qu'à Helsinki. Bergen a plus rarement des températures négatives, ses étés avoisinent les 20 degrés et même Trondheim, pourtant situé plus au nord qu'Helsinki, a sensiblement le même climat. De plus, plus on va vers l'est, plus les différences de température entre l'été et l'hiver sont importantes. La principale, et en fait la seule chaîne de montagnes de la région, ce sont les Alpes scandinaves, aussi appelées les Skandes. Cette chaîne de montagnes sert de frontière entre la Norvège et la Suède. Son plus haut sommet, le Galdhøpiggen, a une hauteur de 2469 mètres, mais la plupart de ces sommets sont aux alentours de 2000 mètres. Cette chaîne de montagne est donc plus basse que les Pyrénées, mais plus haute que les Vosges, pour comparer à ce qu'on trouve en France. Elle s'étire du sud-ouest au nord-est sur 1700 km, avec une largeur maximale de 300 km. Elle s'est formée il y a 400 millions d'années lors de la collision d'anciens continents et avait alors une altitude comparable à l'Himalaya actuel avant que l'érosion ne fasse son œuvre. Comment évoquer les reliefs de l'Europe du Nord sans parler de l'Islande? Cette île, en plein océan Atlantique, a en effet une particularité géologique. Il s'agit de la seule dorsale océanique qui émerge hors de l'eau. Mais c'est quoi une dorsale océanique? Eh bien, c'est un ensemble de volcans sous-marins qui se trouve à la limite entre deux plaques tectoniques. En Europe du Nord, il y a deux types de milieux naturels, la forêt boréale et la toundra. Si la première a des arbres, ce n'est pas le cas de la seconde où l'on ne trouve que des herbes. Globalement, plus on va vers le nord, plus les arbres se font rares. Au Danemark ou en Écosse, il y a même de la forêt tempérée, contenant des feuillus, et dès qu'on monte en latitude, seuls les conifères existent. Si on zoome un peu sur cette carte, on s'aperçoit que le long de la côte norvégienne, là où le Gulf Stream réchauffe le climat, les forêts tempérées sont encore le milieu naturel dominant, alors même qu'elles disparaissent dès qu'on fait quelques dizaines de kilomètres vers l'est. Dans cette chaîne de montagnes, en raison de l'altitude, on ne trouve que de la toundra, alors même qu'en plaine, il faut monter à une altitude relativement élevée pour la trouver, puisque la Suède est le pays européen le plus boisé,
38% de son territoire est couvert de forêts. Certes, les forêts en question ont majoritairement des conifères, mais quand même, ça prouve que pour trouver de la toundra en plaine, il faut monter en Laponie. L'Europe du Nord a fait sa transition démographique au XIXe siècle. Elle est désormais achevée. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur la transition démographique, mais en bref, c'est la baisse successive de la mortalité et de la natalité. On passe de sociétés où on vit 40 ans avec des familles de 7 ou 8 enfants à une espérance de vie de 80 ans et des couples ayant 1 ou 2 enfants. Aujourd'hui, les Danois, Suédois, Finlandais ont généralement des enfants vers 28 ou 29 ans, comme dans les autres pays développés. Cependant, ils ont autant d'enfants qu'en France et en Irlande. Les taux de fécondité sont donc supérieurs à la moyenne européenne. En effet, dans les pays scandinaves, les taux de fécondité sont proches de 2 enfants par femme, alors que la moyenne de l'Europe est de seulement 1,53 enfants par femme, ces taux étant plus bas en Europe du Sud et en Europe de l'Est. Cela a des implications sur le vieillissement de la population, phénomène existant dans tous les pays développés dû à la hausse de l'espérance de vie combinée à la baisse de la fécondité. La part des personnes âgées dans la population européenne a augmenté, mais cette hausse est plus modérée en Europe du Nord qu'en Europe du Sud ou de l'Est, où les taux de fécondité sont plus bas. En 1980, 5,5% des Nord-Européens avaient plus de 75 ans, contre 4,2% des Sud-Européens, 3,6% des Baltes. En 2015, ces taux sont montés à 17% pour les Baltes, 18,6% en Europe du Sud et seulement 13,1% en Europe du Nord. Donc la population vieillit, mais moins que dans le reste de l'Europe. L'Europe du Nord connaît une immigration, certes plus modérée que l'Europe de l'Ouest, mais importante quand même. En UE, dont la Norvège et l'Islande ne sont pas membres, les 5 pays les plus attractifs sont en Europe de l'Ouest. La Suède, le Danemark et l'Estonie sont dans le milieu du classement. Comme en Europe de l'Ouest, région proche à la fois géographiquement et culturellement, mais aussi tout aussi développée économiquement, l'immigration provient d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord. Pendant longtemps, les pays nordiques ont eu des politiques publiques très favorables à l'immigration, se voulant terre d'asile. La Suède fut le 2e pays européen à accueillir le plus de réfugiés de guerre après l'Allemagne. Depuis quelques années, la Suède mais aussi le Danemark ont complètement changé de paradigme. L'extrême droite y est de plus en plus influente et les politiques migratoires ont donc changé. La Suède souhaite désormais être le pays le moins attractif d'Europe. Même son de cloche chez le voisin danois, où depuis une vingtaine d'années, la politique migratoire est de plus en plus sélective. Certains parlent aujourd'hui d'une politique de repli sur soi. De 2002 à 2016, les lois sur l'immigration sont modifiées 93 fois, ce qui équivaut à un peu plus d'un changement tous les 2 mois, puis 42 fois entre 2017 et 2019. En guise d'exemple, on peut citer un amendement législatif de 2016 qui restreint l'accès au regroupement familial pour les réfugiés syriens pour une durée de 3 ans et qui met en place une loi sur les bijoux, en vertu de laquelle les objets de valeur sont confisqués pour financer leur séjour. En 2018, des mesures sont prises afin de cibler les résidents non-occidentaux dans les zones défavorisées. Mette Frederiksen, première ministre du Danemark depuis 2019, souhaite avoir à terme un pays sans demandeurs d'asile. L'Europe du Nord est une région relativement urbanisée. Si on se fie au taux d'urbanisation par pays, c'est-à-dire le pourcentage de la population vivant en ville, on constate que les Nord-Européens vivent majoritairement à la ville. Ça semble donc être une région très urbanisée. En effet, en 2018, 94% des Islandais, 88% des Danois, 87% des Suédois, 85% des Finlandais, 82% des Norvégiens vivent en ville. Ce taux est plus bas en Estonie, n'atteignant que 69%, mais ça reste quand même plus élevé que la moyenne mondiale, et seulement 3 points en dessous de la moyenne européenne. Cependant, les densités de population étant très inférieures au reste de l'Europe, les villes sont de taille moyenne. Il n'y a pas de ville de plus d'1 million d'habitants comme on peut en trouver ailleurs.
On remarque d'ailleurs que les villes importantes se font de plus en plus rares lorsqu'on monte vers le nord. En effet, les densités chutent progressivement avec la latitude, en raison du climat froid qui empêche certaines formes d'agriculture. La chute brutale des densités se trouve à la limite des 160 jours de gel par an, au-delà de laquelle on ne peut plus cultiver de céréales. Le peuple Sam a dû trouver des alternatives comme l'élevage de rennes, mais aussi la pêche, raison pour laquelle la plupart des villes importantes aux hautes latitudes sont en bord de mer. Les pays d'Europe du Nord sont des pays très développés économiquement. Ça ne veut pas dire que tout le monde y est riche, mais que le revenu moyen de la population y est plus élevé que dans d'autres régions du monde. Ce sont en effet ces pays qui ont les plus forts indices de développement humain ou IDH du monde. Cet indicateur allant de 0 à 1, plus on est proche de 1, plus un pays est riche. Dans le cas des pays scandinaves, l'IDH dépasse 0,9. Nous avons donc affaire à des pays où tout le monde ou presque a un bon niveau de vie. Les pays nordiques ont très peu d'inégalités sociales. Ce sont les pays les plus égalitaires du monde. L'indice de Gini, qui mesure les inégalités sociales, y est inférieur à 25%, ce qui n'est pas le cas ailleurs, et ce grâce à une forte redistribution des richesses. Dans les 3 pays scandinaves, les dépenses de l'État représentent 56% du PIB, ce qui dépasse largement les pays d'Europe de l'Ouest où ces taux sont entre 45 et 50%. Les taux d'imposition y sont très élevés, et ce afin de financer des allocations et des services publics dans le but de réduire les inégalités. Les pays scandinaves étant les plus redistributifs au monde, ils sont en toute logique également les plus égalitaires. Il y a donc beaucoup de services publics. Le secteur public représente 23% de l'activité économique de la Finlande et 31% de celle de la Norvège, alors que la moyenne de l'OCDE se situe aux alentours de 15%. D'ailleurs, les libéraux objectent qu'un secteur public aussi puissant a des impacts négatifs sur la compétitivité de ces pays par rapport aux pays concurrents. Parmi ces pays, la Norvège a le premier PIB par habitant, notamment en raison de son pétrole. La Norvège est l'un des seuls pays européens à avoir des gisements de pétrole sur son territoire, avec la Russie. L'exploitation pétrolière y pèse environ 14% de son PIB. La Norvège extrait 1 800 000 barils par jour, ce qui en fait le 15e producteur de pétrole mondial. Cependant, le gouvernement a décidé, pour des raisons écologiques, de ne plus accorder de nouveaux permis d'exploiter le pétrole, qui devrait à terme être remplacé par les énergies renouvelables. En effet, seuls 6,7% de l'énergie produite en Norvège est renouvelable, et ce à cause du poids du pétrole, alors que ces taux sont bien plus élevés chez ses voisins. Au Danemark, 28% de l'énergie est renouvelable, en Norvège c'est 52%, en Finlande 63,6%, et je ne parle même pas de l'Islande où ce taux monte à 99,6%, ce qui signifie que l'on y produit quasi exclusivement de l'énergie renouvelable. Notons que la Suède et la Finlande produisent également de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire. Quant à la Suède, ses nombreuses forêts sont également utilisées comme source d'énergie. Comme les peuples vivant en Europe du Nord à l'Antiquité n'écrivaient pas et n'avaient quasiment aucun contact avec les peuples contemporains qui maîtrisaient l'écriture, on ne sait aujourd'hui presque rien sur ces peuples. On a seulement quelques écrits de géographes grecs ou romains peu précis. Toutefois, on pense que ces populations parlaient des langues proches de celles des peuples germaniques ayant participé aux invasions barbares et qu'ils avaient sensiblement la même culture, notamment parce que les langues scandinaves modernes sont des langues germaniques au même titre que l'anglais, l'allemand ou le néerlandais. Au Moyen-Âge, les Scandinaves font connaissance avec l'Europe chrétienne à travers les Red Vikings. Si vous vivez en Europe de l'Ouest, oubliez leur réputation de pillards assoiffés de sang, formés au combat plus que n'importe quel autre peuple, venus pour massacrer les populations locales. Et si vous vivez en Scandinavie, vous avez plus probablement en tête une image de grands marchands qui ont établi de nombreux comptoirs ici et là, faisant fleurir leur propre économie ainsi que celle de leurs partenaires commerciaux. Eh bien, le consensus historique semble indiquer que la vérité est entre les deux. Toujours est-il qu'ils ont été puissants, établissant des colonies en France, en Angleterre, mais aussi ailleurs.
Ce sont des Danois et des Norvégiens qui arrivèrent en Islande en 860. L'île était jusqu'alors inhabitée. Ils l'ont peuplée, les Islandais actuels sont donc leurs descendants. Un peu plus tard, une expédition partit d'Islande pour fonder des colonies au Groenland ainsi que dans l'est de l'actuel Canada. Parallèlement, des Suédois ont fondé en 882 un royaume en Europe de l'Est, généralement considéré comme un ancêtre commun à la Russie, à la Biélorussie et à l'Ukraine, dont la capitale était Kiev. Ce pays, appelé la Rousse de Kiev, a servi à commercer via le Dniepr et la Volga avec les populations du Moyen-Orient. Cet état dura jusqu'en 1236. Les Scandinaves furent christianisés au début du XIe siècle. Saint Olaf, fondateur de l'église norvégienne, a d'abord participé à des pillages et à des raids en Europe chrétienne avant de se convertir à leur religion et de la ramener dans sa Norvège natale, dont il a été roi de 1015 à 1028. Et il a forcé les Norvégiens à adopter la religion chrétienne. Par la suite, les pays voisins se convertirent également. En 1157, le roi de Suède, Éric IX, organise une croisade contre les Finlandais, dernier peuple dans la région non converti au christianisme. La Finlande resta sous domination suédoise jusqu'en 1809, date à laquelle la Suède cède la Finlande au tsar russe Alexandre Ier. La Finlande restera sous domination russe jusqu'à la révolution bolchevique de 1917 où elle prit son indépendance. En 1363, Marguerite de Danemark épouse le roi de Norvège Håkon. Celui-ci meurt en 1387. Marguerite devient donc reine de Norvège, puis est appelée par les Suédois qui tentent de renverser leur roi. Elle mena la révolte et devint reine de Suède en 1397. Un nouvel État voit alors le jour, l'Union de Kalmar. Cette union des trois pays scandinaves dura jusqu'en 1523. Après la dissolution de l'Union de Kalmar, le Danemark, la Norvège et la Suède se sont fait la guerre plusieurs fois. Leurs frontières ont beaucoup fluctué jusqu'au XIXe siècle où ces trois pays ont fixé leurs frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui. L'Europe du Nord s'est industrialisée à la fin du XIXe siècle, soit plus tardivement que l'Europe de l'Ouest, mais à l'échelle mondiale ça reste relativement précoce. L'industrialisation y a été plus lente et plus progressive qu'au Royaume-Uni où elle a été vraiment brutale. Dans les dernières années du XIXe siècle, un quart des exportations suédoises étaient encore agricoles, alors que la France et le Royaume-Uni étaient déjà industrialisés depuis assez longtemps. De nos jours, l'Europe du Nord appartient à la culture occidentale au même titre que l'Europe de l'Ouest. Bien que le monde gréco-romain antique situé à l'autre bout de l'Europe n'ait eu que très peu de contact avec les Nord-Européens, les influences culturelles venues plus tardivement d'Europe du Sud et d'Europe de l'Ouest ont fait le travail. Aujourd'hui, la culture est sensiblement la même dans les trois régions, avec quelques différences mineures d'un pays à l'autre. La religion majoritaire y est le christianisme protestant. Il y a toutefois une baisse de la religiosité dans les trois pays scandinaves, mais elle est beaucoup moins marquée en Finlande. Notons aussi la présence du christianisme orthodoxe en Estonie, qui ne représente pas non plus une vaste majorité, parce que là encore, il y a un déclin de la religion en général. L'Europe du Nord se subdivise en trois principales aires culturelles, ou quatre si on inclut l'Écosse, qui appartient à l'ère culturelle celtique et se rattacherait donc plutôt à l'Europe de l'Ouest. Il y a d'abord la Scandinavie, qui inclut conventionnellement le Danemark, la Norvège et la Suède, mais culturellement on peut y rattacher l'Islande, qui, bien qu'étant une île assez loin de la péninsule scandinave, y est rattachée culturellement. Contrairement à ce que certains croient, la Finlande n'en fait pas partie car on n'y parle pas une langue scandinave et aussi parce qu'elle n'a pas participé aux raids vikings, qu'elle a subi au même titre que la France ou l'Angleterre. Le finnois n'est d'ailleurs même pas une langue indo-européenne, mais une langue finno-ougrienne apparentée au hongrois, mais aussi à l'estonien et au same. C'est pourquoi la Finlande et l'Estonie constituent une aire culturelle distincte. Enfin, il y a la Laponie, où vivent les Sâmes, que certains appellent Lapons, bien que ce peuple juge cette appellation péjorative. Certes, le same est une langue finno-ougrienne, mais ce peuple a des pratiques culturelles distinctes, notamment leur religion animiste qu'ils pratiquent encore de nos jours, alors même que tous leurs voisins se sont convertis au christianisme au Moyen-Âge, ainsi que la domination politique des Scandinaves qui n'est pas sans incidence sur leur culture. Il n'y a pas si longtemps,
La Suède les a persécutés dans le but qu'ils s'assimilent, qu'ils adoptent la culture suédoise, bien que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Au contraire, aujourd'hui, la Suède tente plutôt de refermer les plaies et de se réconcilier. Le Danemark, la Norvège et la Suède sont des monarchies, alors que leurs voisins sont des républiques. Toutefois, ces pays ont tous un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime politique, où le chef d'État, qu'il soit roi ou président, n'a pas ou peu de responsabilités politiques et a plutôt un rôle représentatif, et c'est un parlement élu qui détient le vrai pouvoir. Ce parlement débat et vote chaque loi. Le Premier ministre est dans le parti majoritaire au Parlement et le Parlement peut renverser le gouvernement à tout moment. Le Parlement est donc l'organe le plus important. Les pays d'Europe du Nord sont généralement considérés par les observateurs internationaux comme les pays les plus démocratiques du monde. Parmi le top 5 du classement de The Economist, qui fait référence en la matière, seule la Nouvelle-Zélande n'est pas en Europe du Nord et la Norvège occupe la première place. D'ailleurs, la Norvège a la presse la plus libre du monde, suivie en deuxième position du Danemark et en troisième position de la Suède. Les 3 pays scandinaves sont carrément sur le podium de ce classement. On pourrait presque dire que de nos jours, ce sont eux les pays des droits de l'homme, quoi que cela veuille dire. Les villes des pays nordiques étant vieilles, il y a un centre historique qui date de l'époque des Vikings, entouré de quartiers plus modernes, tout comme en Europe de l'Ouest, mais à la différence de l'Amérique, où les villes ont été créées par les colons européens. Elles ont été construites autour de résidences royales ou sur des sites choisis en fonction de leur intérêt stratégique. Ensuite, d'autres facteurs sont intervenus, comme par exemple l'accès à l'eau. Les villages du Moyen-Âge se sont implantés sur des sites soigneusement choisis, ce qui n'est pas forcément le cas de centres urbains plus récents, qui n'ont qu'un lien abstrait avec leur environnement naturel. La construction des bâtiments répond au climat froid de la région, y compris avant l'invention de systèmes de chauffage au gaz ou à l'électricité modernes. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, l'architecture et l'urbanisme prennent davantage en compte les questions écologiques, parce qu'ils ont toujours su faire comme ça, ils ont toujours su trouver des systèmes pour qu'il ne fasse pas trop froid sans consommer l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, puisqu'on n'en était autrefois pas capable. Ils connaissent donc bien mieux les alternatives au chauffage polluant que dans le reste du monde. Les règlements donnent des instructions détaillées, notamment sur les économies d'énergie dans les bâtiments, les systèmes de chauffage, l'isolation, l'entretien du bâtiment et les modalités de son usage. Des règlements et recommandations similaires s'appliquent lorsqu'il s'agit de projets d'urbanisme. Dans les villes nordiques, ces projets intègrent les conditions naturelles du site. Du coup, on prête de plus en plus attention au changement climatique, que ce soit en construction ou même dans les mobilités. C'est pourquoi Copenhague est considérée comme la ville la mieux aménagée pour le vélo au monde. On y recense 5 fois plus de vélos que de voitures. Les infrastructures y sont principalement pensées pour le vélo, plus que pour tout autre mode de transport, ce qui en fait la ville où c'est le moins dangereux de faire du vélo. 40% des habitants de Copenhague déclarent se déplacer à vélo, y compris en plein hiver lorsqu'il pleut, qu'il fait froid et que le soleil se couche à 16 heures. Quant à la ville d'Oslo, elle souhaite à terme interdire le centre-ville aux voitures. On a commencé à y restreindre la place de la voiture dès 1964. Alors qu'en Europe de l'Ouest, il a fallu attendre 30 ans de plus pour y voir ce changement de paradigme. Ce projet de centre-ville sans voiture date de 2015 et est intégré dès 2018 dans des documents officiels, où il est dit que, je cite, « Lorsque le nombre de voitures privées dans le centre-ville est réduit, les possibilités de créer un espace plus dynamique et multifonctionnel deviennent plus grandes. » Fin de citation. Un plan d'action engage donc la ville à transformer l'espace réservé aux voitures en espace dédié aux piétons. Reste à voir comment ce sera mis en application. Les politiques d'aménagement urbain sont aussi de plus en plus réalisées démocratiquement, avec la participation des personnes concernées, bien plus qu'ailleurs. Depuis 2000, en Finlande, la loi exige de consulter les habitants selon des modalités bien précises, comprenant la publication des calendriers, la présentation publique des propositions à plusieurs étapes de réalisation,
ou encore des moments permettant aux citoyens ou à des associations de critiquer le projet et de présenter des alternatives avant d'adopter un projet. À Stockholm, l'idéal du système collaboratif a été repris par de nombreux décisionnaires qui voyaient le moyen d'accroître la participation à la planification. Toutefois, certaines personnes reprochent à ces dialogues citoyens de devenir interminables lorsqu'ils impliquent de grands groupes de population et de donner des résultats médiocres. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement ma chaîne, le lien est dans la description.